Bonjour et bienvenue sur Monaco Info pour cette nouvelle émission parlementaire que je suis ravie de vous présenter. Une émission qui sera essentiellement consacrée au budget rectificatif. Donc sans plus tarder, je me rends au Conseil national où j'ai rendez-vous avec le président Stéphane Valéry pour notre traditionnel entretien. Stéphane Valéry, bonjour. Bonjour Madame Thomel. Alors nous arrivons à l'examen du budget rectificatif pour l'année 2019. En quoi ce moment est important pour la vie de l'Assemblée ? Alors le budget rectificatif, c'est bien sûr très formellement le moment où on ajuste les dépenses et les recettes de l'État par rapport au budget primitif qui est voté bien plus tôt en décembre. Mais c'est aussi, comme le budget primitif, c'est surtout le moment pour le Conseil national de faire un point sur l'ensemble des politiques publiques du pays pour que les aspirations, les attentes des Monégasques et des résidents soient mieux prises en compte encore dans la politique du gouvernement, puisque, vous le savez, l'article 66 de la Constitution édicte que la loi résulte de l'accord des volontés du prince et du Conseil national. Et évidemment, cet article s'applique aux plus importantes des lois, les lois de budget. Donc, l'ensemble des politiques publiques du gouvernement sont contenues dans les dépenses, dans les recettes de l'État, ce qui permet au Conseil national, en échange d'un vote favorable de ce budget pour le gouvernement, d'obtenir de lui un certain nombre d'inflexions sur des politiques publiques pour que, effectivement, les aspirations de nos résidents et de nos monégasques soient mieux intégrées dans la politique générale, pour que l'intérêt général soit encore mieux défendu. Comment abordez-vous ces débats budgétaires ? Toujours dans l'état d'esprit constructif qui est le nôtre. Alors je sais bien que dans certains milieux gouvernementaux, on nous reproche parfois d'être un peu trop critique, mais c'est le rôle du Conseil national. Bon, comme l'ensemble des monégasques, leurs élus sont très fiers d'être monégasques, très conscients de la chance qu'on a de vivre dans un pays dont le modèle économique et social est largement envié bien au-delà de nos frontières. Je crois que les élus, comme les monégasques, sont très attachés à leurs institutions, aux princes souverains. Mais pour autant, notre rôle n'est pas d'être une chambre d'enregistrement, n'est pas d'être là simplement pour faire l'éloge de la politique du gouvernement. À quoi servirait le Conseil national s'il était là pour dire que tout est parfait, que tout ce que fait le gouvernement est merveilleux, que tout ce qu'il ne fait pas n'est pas possible? Non, notre rôle, en tant que partenaire libre, indépendant du gouvernement, c'est d'apporter un certain nombre de remarques critiques quand c'est justifié, toujours constructives avec des propositions pragmatiques et réalistes pour qu'effectivement on contribue à l'amélioration de la politique du gouvernement. Et au fond, quand nous sommes entendus que nos demandes raisonnables sont prises en compte par le gouvernement, c'est l'intérêt général du pays qui est mieux défendu, ce sont les attentes de la population qui sont mieux comprises et au fond c'est l'ensemble de nos institutions, l'ensemble de la monarchie constitutionnelle qui en sort renforcée. Ce budget 2019 avait été voté au mois de décembre à l'unanimité, notamment grâce à un accord sur la construction de logements domaniaux. Où en est-on aujourd'hui ? Bien voilà un exemple très fort où le Conseil national, à travers les débats budgétaires, peut vraiment peser et infléchir une politique fondamentale pour la population. Rappelez-vous, quand nous avons été élus en février 2018, le gouvernement nous a expliqué que sa politique du logement était bonne, qu'il n'y avait pas de pénurie, qu'elle était très relative, alors que nous pointions déjà du doigt à l'époque le fait que plus de 300 demandes de foyers monégasques n'étaient pas satisfaites. Mais on nous répondait que c'était des demandes de confort, alors qu'on savait très bien que la grande majorité de ces demandes non satisfaites, c'était des adultes de 25 ou 30 ans hébergés par les parents, c'était des familles avec un bébé dans un 2 pièces ou avec 2 enfants dans un 3 pièces. Eh bien, regardez, donc après des mois de débats contradictoires, nous sommes parvenus effectivement à voter à l'unanimité le budget de 2019 parce qu'en décembre 2018, le gouvernement a accepté de construire plus de 100 logements par an, comme nous l'avons toujours demandé. Ce seront en tout plus de 700 logements qui seront donc livrés dans ce mandat d'ici la fin 2022. Si le gouvernement respecte ses engagements et ses délais. Et donc nous devons y veiller. Nous devons y veiller. D'abord, il faut le dire, aujourd'hui, la situation n'est pas encore satisfaisante.
la prochaine commission d'attribution en octobre, c'est environ 400 demandes pour une centaine de logements, puisque là, c'est malheureusement les effets de la politique décidée il y a plusieurs années dans le mandat précédent que nous subissons aujourd'hui. Vous savez qu'il faut 3-4 ans pour la construction d'un immeuble. Donc cette nouvelle politique voulue par le Prince et le Conseil national, elle va vraiment porter ses fruits en 2022. Là, nous aurons Testimonio 2, dont on a obtenu d'ailleurs la surélévation de 5 étages, Testimonio 2 bis, ça c'est pour juin 2022, décembre 2022. Nous aurons un nouvel immeuble aussi, le Palais Honoria, plus de 80 logements en fin 2022. Il reste un doute, et ça doit être levé, nous allons être vigilants, puisque le gouvernement s'est engagé pour notre vote favorable à tenir aussi le calendrier du Grand Ida. Le Grand Ida, c'est dans le quartier de la rue Platy, c'est 140 appartements neufs, et donc ils sont promis pour la fin de l'année 2022. Le gouvernement semble un peu hésitant sur la méthode. Il a d'abord retenu, après une consultation restreinte, une entreprise en numéro 1 et une autre en numéro 2 au cas où la première se désisterait. Et là, il nous dit qu'il envisagerait de refaire une consultation, ce qui pourrait faire perdre jusqu'à 6 mois à ce chantier. Donc, nous aurons une réunion très bientôt au Conseil national. Notre but au Conseil national, c'est que les engagements du gouvernement dans du calendrier de construction soient tenus. Nous y veillerons parce que pour nous, c'est fondamental. C'est un engagement très important que nous avons pris, que nous voulons tenir devant les Monégasques. À la fin de notre mandat, fin 2022, il faut que toutes les familles monégasques dont la situation le justifie soient bien logées dans leur pays. Lors de la rentrée politique du Conseil national, vous avez fait de la qualité de vie votre priorité. Concrètement, comment allez-vous faire ? Oui, c'est un vrai sentiment que nous ressentons quand nous sommes sur le terrain au contact des Monégasques et des résidents. Il y a un sentiment que la qualité de vie se dégrade à Monaco. Alors là aussi, le gouvernement nous dit « mais vous exagérez, au fond les choses vont bien, mais peut-être que le Conseil national voit les choses de manière trop négative, en rajoute trop ». Alors on a décidé de lancer une vaste consultation pour avoir vraiment une impression objective des préoccupations, du ressenti des Monégasques et des résidents. Chaque Monégasque âgé de plus de 18 ans va recevoir à la maison, donc dans sa boîte aux lettres, un questionnaire complet, une quarantaine de questions, où ils seront interrogés sur leur ressenti par rapport au chantier, à la circulation, aux travaux de voirie, au bruit, à la qualité de l'air, à la qualité de l'eau, etc. Et donc ce questionnaire pourra être renvoyé de manière anonyme. Il sera traité par un institut très professionnel, BVA, qui garantit justement une absolue impartialité dans le traitement des réponses. Tous les résidents et tous les salariés pendulaires pourront aussi donner leur avis. Eux, ils pourront le faire par une consultation sur Internet. Voilà. Ainsi, on va disposer d'une vision vraiment réelle et objective du ressenti de la population sur la qualité de vie. Notre objectif de tout cela, bien sûr, c'est d'en tirer justement encore davantage de propositions concrètes et réalistes pour que le gouvernement en tienne compte et les applique, car franchement, il va falloir faire mieux. Ouais. Pourtant, ce n'est pas vraiment un problème nouveau. Non, on en a beaucoup parlé parce que c'était bien sûr une préoccupation qu'on avait ressentie déjà durant la dernière campagne électorale. Ça a donné lieu, rappelez-vous, à des débats très contradictoires entre le gouvernement et le Conseil national en séance publique. On avait obtenu 2 arrêtés ministériels en décembre 2018 du gouvernement. L'un prévoyait d'interdire les chantiers les week-ends et les nuits, et l'autre de limiter les nuisances sur les chantiers. Alors, la majorité, elle a la responsabilité des votes des lois de budget, donc elle doit être par définition responsable. Nous l'avons été. Bon, certains, élus minoritaires, peuvent se permettre de faire des déclarations un peu théâtrales, peut-être un peu démagogiques et fracassantes. Nous ne voulions pas faire de procès d'intention au gouvernement. Il nous a dit qu'il nous faut du temps. Pour que ces arrêtés puissent être appliqués, laissez-nous du temps. Et donc on a convenu de faire un bilan à la rentrée donc, de ces arrêtés à l'automne 2019. Eh bien nous y sommes. Et donc nous le disons aujourd'hui clairement, le bilan n'est pas satisfaisant. Il y a trop encore de problèmes sur le terrain. Où sont les sarcophages acoustiques que nous demandions et qui nous avaient été promis? Il n'y a pas un seul sarcophage acoustique pour limiter les nuisances sonores sur les chantiers publics. Il y en a un dans le pays, un seul.
cette avenue Princesse-Grace sur un chantier privé. Où est le phasage des chantiers? Nous demandions, comme l'arrêté ministériel le permet, pour l'intérêt général, pour défendre la tranquillité de la population dans certains quartiers, l'arrêté permet de reporter dans le temps certains chantiers privés. Aucun chantier privé n'a été reporté. Donc nous le disons clairement au gouvernement, et que dire, je pourrais ajouter, il y a tellement d'exemples, les travaux de voirie, on ne peut plus accepter qu'une artère comme le boulevard du Jardin Exotique, fondamentale pour la circulation, soit bloquée pendant 7 mois avec un seul sens de circulation, parce qu'une société concessionnaire ne met pas suffisamment d'ouvriers sur un chantier, parce que effectivement on ne travaille pas la nuit alors qu'on peut le faire quand les travaux ne sont pas bruyants, ou qu'on ne couvre pas, quand on doit faire des tranchées, bien sûr, on doit le faire dans le pays, on peut le faire plus vite, mais pourquoi ne pas couvrir ces tranchées aux heures de bureau, aux heures de rentrée de bureau, de sortie de bureau? C'est simple, on pose des plaques et on permet alors la double circulation. Bien sûr, tous ces problèmes, il est temps de passer à l'action. Il faut que le gouvernement traduise ses paroles en actes, et s'il veut obtenir le soutien du Conseil national dans le cadre des votes des lois de budget qui arrivent, il faut qu'il change de braquet, il faut qu'il prenne des mesures concrètes, perceptibles par la population. Oui, nous voulons, avec les monégasques et les résidents, une amélioration de la qualité de vie. Un bilan qui n'est donc pas à la hauteur de vos attentes. C'est très clair et ça sera au cœur de nos débats à venir avec le gouvernement. Alors, le rapport de la Commission des finances met en évidence des retards et des surcoûts des chantiers publics. Vous en pensez quoi? C'est un autre problème important, effectivement, actuellement, des politiques publiques en principauté. Il y a manifestement un problème sur le suivi des chantiers publics. Les exemples sont innombrables, les retards s'accumulent, les coûts sont explosés et dépassés. On ne peut pas continuer comme ça. Cette année, en 2019, c'est 600 millions d'euros qui sont dépensés par l'État pour les chantiers publics. Et malheureusement, les exemples s'accumulent les uns après les autres. Ça ne va pas. Prenons l'îlot Pasteur. L'îlot Pasteur, qui a été arrêté pendant 9 mois, le gouvernement nous disait, car les prix qui avaient été retenus, donc proposés par les entreprises il y a 9 mois, étaient beaucoup trop chers. Et bien 9 mois après 9 mois d'arrêt de chantier, le chantier redémarre enfin avec une entreprise retenue au prix à peu près qui avait été proposé 9 mois plus tôt. Donc on a perdu 9 mois pour rien. Ce chantier qui était annoncé pour 2020, on nous parle maintenant de 2023-2024. Or, il y a un collège qui est retardé, donc c'est nos enfants, ce sont les enseignants, c'est l'éducation nationale qui est pénalisée. On doit aussi, il est structurant ce chantier parce qu'on doit y délocaliser notamment l'espace Léo Ferré. Ça veut dire que tant qu'on ne l'aura pas terminé, on ne peut pas commencer à restructurer le centre commercial de Fontvieille. Et là, c'est des commerçants, des consommateurs qui sont pénalisés, les recettes du budget de TVA, bien sûr, qui sont pénalisées. Et l'hôpital. Sujet que j'ai bien connu pour son projet médical dans mes anciennes fonctions, puisqu'à la demande du prince souverain, je lui avais proposé donc un nouveau projet médical pour le futur hôpital. Le chantier a démarré en 2013. À l'époque, on nous parlait d'une livraison de la première tranche de l'hôpital en 2020-2021. Aujourd'hui, on parle de 2026. En 5 ans, 5 ans de retard. Déjà 130 millions de dépassements de crédit. Sur l'îlot Pasteur, c'est 80 millions de dépassements de crédit. On ne peut pas continuer comme ça. D'autant plus que, rappelez-vous, vous qui suivez attentivement nos débats, quand nous, le Conseil national, nous demandons 1 million d'euros pour améliorer les bourses d'études, mais ma foi, on se fait presque traiter de démagogue. Il a fallu des mois de négociations pour obtenir 1 million d'euros pour améliorer les bourses d'études. Là, cette année encore, dans les premières versions du gouvernement sur le budget, on nous parlait de ne peut-être pas donner la prime aux fonctionnaires en fin d'année, 3 millions d'euros. Il a fallu qu'on se fâche, qu'on hausse le ton pour que le gouvernement nous dise oui. Alors je vois d'un côté, si vous voulez, une très mauvaise gestion de l'argent public sur les chantiers publics, des dizaines de millions d'euros sans doute qu'on pourrait économiser avec des mesures nouvelles, des procédures d'appel d'offres améliorées, un suivi des chantiers beaucoup plus rigoureux, l'appel à des entreprises ayant les moyens, les structures, la compétence. Et là, rien ne se passe. Et puis après, oui, pour quelques millions d'euros nécessaires, le débat en cours, c'est les associations, des associations culturelles, sportives, ont besoin parfois de quelques dizaines de milliers d'euros pour mieux accueillir les jeunes, notamment pour le sport. Et là aussi, on passe des soirées à discuter pour 100 000 euros.
Donc nous disons au gouvernement, là aussi, s'il veut que le Conseil national approuve sa loi de budget 2020, il faut que là aussi, on voit prendre des mesures fortes, perceptibles, pour améliorer la gestion des chantiers de ce pays. Pour la séance du 30 octobre, vous avez inscrit à l'ordre du jour le texte sur le CVC, le contrat de vie commune. Vous avez trouvé un accord avec le gouvernement princier ou toujours pas ? Je voudrais d'abord insister sur le fait que le Conseil national est parfaitement cohérent sur les questions de société. Bien sûr, il y a le CVC, mais aussi l'IVG, l'interruption volontaire de grossesse. Nous, ce que nous voulons, c'est moderniser la législation pour l'adapter en fait à l'évolution de la société, pour prendre en compte, oui, l'évolution des mentalités, des réalités de la société monégasque d'aujourd'hui. Donc sur l'interruption volontaire de grossesse, nous avons été aussi loin que nous permet la Constitution, puisque donc, nous allons la dépénaliser pour les femmes. Le gouvernement a reconnu la qualité de notre travail, puisque en moins de 2 mois, il a repris intégralement, à la virgule près, dans son projet de loi, la proposition de loi votée à l'unanimité des 24 conseillers nationaux. Eh bien, donc, nous avons été là aussi loin que la Constitution nous le permet, en respectant l'article 9, qui édicte que la religion catholique, apostolique et romaine est la religion d'État. C'est exactement la même cohérence et la même position que nous avons pour le contrat de vie commune. Nous voulons reconnaître clairement, sans hypocrisie, l'union libre en principauté. C'est la réalité de notre société. Il y a des centaines de couples, peut-être des milliers de couples, qui vivent dans ce pays en union libre, qu'ils soient hétérosexuels ou homosexuels. Eh bien, nous voulons en tenir compte. Nous voulons donner des droits aux compagnons ou à la compagne, notamment permettre dans les moments difficiles de la vie, par exemple pour la maladie, la prise en compte de l'assurance maladie. Nous voulons aussi, dans les moments difficiles où dans le couple il y a un décès de l'un des 2 membres, nous voulons donner aussi des droits de succession plus favorables qu'entre étrangers, tout en faisant la différence avec les couples mariés. Et là, j'y reviens, c'est fondamental. Le CVC n'est pas un mariage bis. Nous respectons la Constitution. Donc le mariage est une institution sacrée, c'est un sacrement religieux, et donc nous ne touchons pas au mariage, nous touchons au civil. Le contrat de vie commune, il est devant un notaire et pas à la mairie. On ne peut pas transmettre son nom, on ne peut pas transmettre sa nationalité. Ce ne sont pas les mêmes avantages pour la succession, ce n'est pas un mariage bis. Donc ce que nous disons aujourd'hui, c'est que nous pouvons parfaitement intégrer les amendements du Conseil national dans le projet de loi du gouvernement et sans remettre en cause la Constitution à laquelle nous sommes tous au Conseil national très attachés. C'est possible, mais l'archevêché demande que dans le texte de loi soient mélangés les pères, les mères, les frères, les sœurs et les couples. Et pour le moment, malheureusement, dans les discussions que nous avons pu avoir en privé, le gouvernement s'aligne sur les positions de l'archevêché. Il veut aussi retirer beaucoup de droits aux couples, alors que pour nous, ça ne doit pas être juste du Canada Dry, ça doit être un vrai texte qui donne des droits aux concubins. Donc voilà, nous n'avons pas trouvé d'accord à l'instant où je vous parle. Pour autant, à un moment, il faut sortir de cette impasse. Donc j'ai inscrit à l'ordre du jour, effectivement, le 30 octobre, donc en séance publique, le débat sur ce texte. J'espère que nous allons trouver un accord avec le gouvernement. Je crois que beaucoup de résidents, de nombreux couples seraient extrêmement déçus que le gouvernement prenne la responsabilité de retirer ce texte de loi. Je pense que ça serait aussi franchement envoyer une très mauvaise image à l'international pour notre pays. Nous avons une constitution qui nous permet de moderniser nos lois, qui nous permet de tenir compte des réalités de la société monégasque. J'espère vraiment que le gouvernement va entendre ce message. Merci Stéphane Valéry pour cet entretien. Plus de précisions à présent avec Balthazar Sédou sur ce budget. Bonjour Balthazar Sédou. Alors vous êtes le président de la Commission des finances et de l'économie nationale. Dans quel état d'esprit avez-vous rédigé ce rapport ? Bonjour Madame Thomel. Alors nous avons rédigé ce rapport dans un état d'esprit très positif et très sérieux. J'aimerais vous rappeler qu'en décembre 2018, nous avons voté le budget primitif avec l'ensemble des 24 élus, toutes sensibilités politiques confondues. Le gouvernement s'était engagé pendant ce budget primitif avec un engagement très fort du vote de la construction de 712 appartements
pour le plan national du logement d'ici 2023. Ce qui a fait qu'évidemment, il y avait eu un vote unanime. 10 mois après, on se rend compte que l'ambiance est différente. On se rend compte que le gouvernement a repris des mauvaises habitudes. En effet, il nous considère trop souvent comme une chambre d'enregistrement. Il faut rappeler que nous avons un rôle de partenariat. En effet, il nous demande trop souvent de voter des budgets très importants sans nous en avoir parlé en amont. Et cela n'est plus acceptable. Il doit savoir que sur des sommes importantes, il doit nous approcher en amont pour en discuter et pas nous mettre devant le fait accompli. Si on regarde les chiffres, quels sont les principaux enseignements de cette loi de budget ? Lorsque vous regardez les chiffres, en fait, il y a eu des ajustements sur, d'une part, évidemment, les premiers crédits concernant le plan national du logement, d'une part, et d'autre part, il y a eu des crédits en plus sur certaines sociétés concessionnaires, notamment la SBM. Et j'aimerais revenir sur la SBM. En effet, le gouvernement utilise trop souvent le FRC comme un budget bis. Or, vous savez très bien que le budget doit comprendre l'ensemble des recettes et des dépenses. Donc, dès l'arrivée du nouveau Conseil national, le président Stéphane Valéry a souhaité créer une nouvelle commission, qui est la commission de suivi du Fonds de réserve constitutionnelle. Cette commission, il l'a confiée à un minoritaire élu. Et donc, depuis, M. Stéphane Valéry, le président, M. Grinda et moi-même travaillons avec un expert qui est très professionnel pour pouvoir proposer des conclusions et notamment des propositions de loi pour faire en sorte qu'à l'avenir, l'ensemble du budget comporte les recettes et les dépenses et que le gouvernement n'utilise pas ce FRC comme un budget bis, sachant que sur le FRC, les élus ne votent pas. Donc, c'est un moyen de contourner le vote des élus sur ce FRC. Selon vous, qu'est-ce qui ne va pas ? C'est mathématique. Aujourd'hui, lorsque l'on fait un grand chantier public, on prévoit une durée de 4 ans. Donc, il y a une durée de 4 ans, il y a un budget qui correspond, et donc il y a un délai. Aujourd'hui, on se rend compte qu'à Monaco, les grands chantiers publics prennent pratiquement le double de temps, ce qui fait que donc, les budgets débordent complètement d'un côté, et d'autre part, la qualité de vie est impactée, au lieu qu'elle soit impactée sur la durée des 4 ans, elle est impactée sur le double, ce qui fait que ça n'est plus acceptable pour la majorité du Conseil national. Nous, ce que nous demandons, c'est que le gouvernement remette à plat l'ensemble des procédures pour la construction des grands chantiers publics. Il faut que ces chantiers, maintenant, soient en contrôle et que se fassent à la fois dans les budgets établis au départ et dans les délais établis au départ. Donc voilà, ce sont des sujets qui nous concernent. Vous savez très bien que la qualité de vie aujourd'hui, après avoir eu ce plan national du logement qui était un vrai succès, même si on doit aujourd'hui vérifier que dans les 3 années prochaines qui vont venir, les délais soient respectés et ces conditions de délai vont évidemment faire en sorte que nous voterons ou pas les budgets. Mais aujourd'hui, voilà, la priorité dans les mois qui vont venir, c'est d'avoir des mesures qui soient tangibles sur la qualité de vie. Et sur ces sujets-là, évidemment, lorsque les grands chantiers publics ne sont pas en contrôle et ils n'arrivent pas à durer, à respecter les délais qu'ils avaient dit au départ, on se rend compte que lorsqu'un chantier doit durer 4 ans et qu'il en dure 8, c'est comme si on avait 2 chantiers. Donc cela n'est plus acceptable et a un impact très important sur la qualité de vie qui est devenue très difficile à Monaco. Merci Balthazar Sédou. À présent, examinons les différentes clés de ce budget et on commence avec le logement avec Franck Lobonneau. Le Grand Ida, Testimino 2 bis, les surélévations de Testimino 2 et des Jardins de la Pauline, le Palais Honoria. Autant de concrétisation de l'action de notre majorité obtenue au budget primitif 2018. Désormais, chaque budget prendra en compte le besoin en logement des Monégasques. Et d'ici 2022, oui, ce seront bien 700 logements qui seront livrés. Promesse tenue. Mais en attendant, il faut faire face à la tension et à la pénurie dans le domanial. Il faut accompagner les foyers qui veulent se loger dans le privé et qui en ont besoin, avec des mesures provisoires et transitoires. Nous avons demandé une augmentation du taux de prise en charge de l'ANL en le passant de 60% à 80%. Cela va permettre à tous les foyers qui en ont besoin, y compris avec des petits revenus, et c'est très important, de se loger dans le privé, en attendant les 700 logements domaniaux qui seront livrés en 2022. Chers Monégasques et chers résidents de la Principauté, dans le cadre de ce budget rectificatif, les dépenses d'équipement et d'investissement sont en nette progression. Face aux sommes importantes inscrites et vu l'ampleur des chantiers déjà engagés, le Conseil national s'interroge
sur la capacité des services du gouvernement à suivre de manière précise toutes ces opérations, car il faut absolument éviter les défaillances des entreprises, les malfaçons et donc les dérapages financiers et les retards en tout genre. Les retards, parlons-en. Prenons l'exemple du chantier de l'îlot Pasteur. Rappelons que cette opération permettra l'édification du futur collège Charles III qui accueillera nos enfants et nos petits-enfants. Ce projet comportera aussi des services administratifs ou encore l'espace Léo Ferré. Le transfert de cette salle, située actuellement à Fontvieille, conditionne à son tour le démarrage de la restructuration du centre commercial de Fontvieille dont la principauté a tant besoin. En 5 ans, le budget de cette opération a subi une augmentation de 30%, alors que ce chantier initialement prévu en 2020 et qui avait été interrompu semble à peine avoir repris. L'opération îlot Pasteur accuse désormais entre 3 et 4 années de retard. La majorité du Conseil national regrette profondément les conséquences de ce retard et ses surcoûts systématiques. Nous attendons du gouvernement qu'il tire tous les enseignements qui s'imposent de ces tristes expériences pour enfin optimiser la gestion des chantiers publics. Les clés du budget, seconde partie avec Jean-Charles Emmerich et Christophe Robineau. Aujourd'hui, la situation du nouvel hôpital est un sujet qui préoccupe la majorité primo. Alors que ce chantier n'en est qu'à sa phase 1, il accuse déjà un retard de 5 années. L'objectif initial était la mise en service globale en 2026. Aujourd'hui, c'est la phase 1 qui est prévue pour 2026, alors que l'achèvement total de ce chantier n'est finalement envisagé que pour 2032. Ces retards sont préjudiciables, non seulement pour ce futur établissement de santé, mais également pour les patients et l'ensemble du personnel. Mais au-delà du respect des délais, c'est également le volet économique et financier qui est préoccupant. Des hausses budgétaires conséquentes sont allouées à ce projet et les coûts des travaux ne cessent de s'envoler. Le Conseil national espère que les prochaines phases sauront rattraper le retard accumulé ces dernières années et restera particulièrement attentif à ce que toutes les mesures soient mises en œuvre pour que le niveau de l'hôpital actuel soit maintenu dans l'attente du nouvel établissement, afin que la qualité des soins reste à la hauteur de l'excellence de la principauté dans ce domaine. Mes chers compatriotes, le dossier des retraites, et notamment celui de la retraite des fonctionnaires, est un sujet majeur pour le Conseil national. Ce dossier a fait l'objet de multiples échanges entre les élus et le gouvernement depuis de nombreuses années. Nous l'avons déjà indiqué au gouvernement, il n'est pas envisageable de revenir sur les conditions actuelles de départ à la retraite des fonctionnaires. Pour autant, il nous faut avoir ensemble une approche responsable. Il est indispensable, et ce sans délai, de mettre de côté les sommes nécessaires au financement futur des retraites de nos fonctionnaires. C'est en ce sens que les élus du Conseil national demandent la création d'une véritable caisse de retraite indépendante et autonome, seule garante de sécurité et de pérennité, à même de prendre le relais du budget de l'État. Par ailleurs, les élus du Conseil national, toujours attentifs à l'accompagnement et au bien-être de nos aînés, sont satisfaits de l'annonce faite par le gouvernement relative à la construction d'un nouvel établissement d'hébergement pour personnes âgées, dépendantes, dit EHPAD, dans le quartier de Monte-Carlo d'ici à 2025. Mais cela n'est pas suffisant. 2 autres EHPAD doivent d'ores et déjà être programmés d'ici à 2040 afin de faire face à l'augmentation des besoins identifiés par la dernière étude d'actuaire. À ce titre, la majorité du Conseil national demande que soit examiné l'emplacement de l'Annonciade 2 afin de favoriser la mixité et de diversifier les lieux de vie pour nos aînés. Nous ne doutons pas que le gouvernement saura donner une suite favorable à cette demande. Mes chers compatriotes, je vous remercie. L'Assemblée va voter plusieurs textes de loi durant cette session. Dans l'esprit des lois, retrouvez tout de suite Pierre Van Claveren et Nathalie Amoratible.
L'objectif du projet de loi sur le contrat de vie commune, ou CVC, est de répondre à un besoin sociétal exprimé par des couples désireux de pouvoir organiser leur vie commune sans nécessairement avoir recours au mariage. Le CVC n'étant pas un mariage bis, nous y reviendrons. Nous sommes conscients de l'attente générée par ce projet de loi au sein de la population monégasque et résidente. Ce texte, en phase avec les attentes de la population, reflète le choix fort du Conseil national d'éviter toute hypocrisie en ne souhaitant pas mélanger, au sein d'un même texte, les membres d'une même famille avec les couples. Un tel contrat en famille, qui est un lieu naturel où s'exerce la solidarité, ne répond à aucun besoin. Soit les familles s'entendent bien et personne ne songe à contractualiser des relations patrimoniales, soit elles ne s'entendent pas et l'opportunité d'un tel contrat se présentera encore moins. L'objectif du CVC, je le répète, reconnaître l'union libre sous toutes ses formes en principauté. C'est en cela que notre Assemblée fait preuve d'une approche pragmatique et raisonnable. Pragmatique d'abord, car reconnaître l'union libre sans offrir une reconnaissance et protection aux partenaires d'un CVC n'aurait été que de la poudre aux yeux. C'est pourquoi nous avons souhaité inclure des droits, sociaux notamment, aux partenaires d'un contrat de vie commune. Pour n'en citer que deux, l'ouverture des droits à la couverture maladie, ou bien une baisse significative des droits de succession. Raisonnable ensuite, car comme indiqué un peu plus tôt, nous demeurons attachés aux valeurs fondamentales de notre culture, dont le mariage est un pilier. C'est pourquoi le contrat de vie commune n'est en aucun cas un mariage bis. Quelques différences majeures. Le contrat de vie commune ne permet pas l'acquisition de la nationalité. Il n'est pas célébré par un officier d'état civil, mais fait l'objet d'une déclaration conjointe devant un notaire, ou encore ne permet pas aux partenaires de porter, à titre d'usage, le nom de l'autre membre du couple. Nous sommes cohérents. Vous l'aurez compris, nous avons donc été aussi loin que le permet la Constitution, puisque ce contrat civil ne concerne en rien le religieux, et nous respectons par conséquent l'article 9 de la Constitution, tout comme nous l'avons fait avec le texte sur l'interruption volontaire de grossesse. Le projet de loi portant dépénalisation de l'avortement pour la femme enceinte est issu de la proposition de loi relative à la dépénalisation de l'interruption volontaire de grossesse, adoptée à l'unanimité des élus du Conseil national en juin dernier. Moins de 2 mois, c'est le délai record qui aura été nécessaire au gouvernement princier pour transmettre ce projet de loi à notre Assemblée. Nous sommes donc bien loin des 18 mois généralement utilisés dans le cadre du processus de transformation d'une proposition de loi. Le gouvernement a reconnu la qualité du travail de notre Assemblée et la justesse de notre approche, puisque le projet de loi qui nous est revenu du gouvernement est strictement le même, à la virgule près, que notre proposition de loi. Avec le Conseil national, je peux dire que le droit de nos compatriotes et de la population avance dans le bon sens, celui de l'adaptation de nos textes à l'évolution de nos mentalités et des modes de vie de chacune et de chacun d'entre nous, des monégasques et des résidents de la principauté. Nous avons été aussi loin que nous le permettait la Constitution, qui, dans son article 9, prévoit que la religion catholique est la religion d'État. Après le vote de cette loi, plus aucune femme ne pourra être poursuivie en principauté pour avoir eu recours à l'IVG. Pour reprendre les termes du projet de loi, qui rendent pleinement compte de l'état d'esprit qui a animé nos deux institutions, la femme qui avorte a besoin d'être écoutée et non poursuivie, d'être orientée et non jugée, d'être accompagnée et non condamnée. La réponse pénale n'est pas la solution à apporter aux femmes qui ont recours à l'avortement. Désormais, elles ne seront plus exposées au risque d'emprisonnement ou d'amende, puisque l'infraction d'avortement est supprimée en ce qui les concerne. Mais cette évolution de notre législation ne pourra bien entendu prendre tout son sens qu'avec la mise en œuvre de mesures complémentaires. La Commission des droits de la femme et de la famille, que je préside, est très attachée au renforcement des moyens du Centre de coordination prénatale et de soutien familial pour faire en sorte que ce centre puisse remplir pleinement son rôle et accomplir l'ensemble de ses missions en phase avec les réalités de notre société. Mais également, c'est la mise en place d'une véritable politique de prévention en matière de pratiques à risque et d'information des filles et des garçons qui s'impose. Le Conseil national sera attentif aux actions qui seront déployées par le gouvernement dans cette optique. Vous l'aurez compris, l'essentiel, c'est bien que le Conseil national continue de faire évoluer nos textes de façon moderne. Nous sommes allés aussi loin que le permet notre Constitution
Et comme pour le contrat de vie commune, nous sommes cohérents. Traditionnellement, les peines, au sens de la sanction pénale, remplissent une fonction préventive, réparatrice et rétributive du trouble ou de l'infraction condamnée. D'autres objectifs sont aujourd'hui poursuivis, et notamment la prévention de la récidive et de la réitération des actes criminels, ou encore la réinsertion du prisonnier, c'est-à-dire sa réadaptation à la vie en société dans la perspective de sa libération future. Ce projet de loi numéro 984, qui est donc consacré à la question de l'arsenal des peines, dotera les juridictions de sanctions à la fois plus larges et mieux adaptées à la délinquance observée de nos jours. Sans remettre en cause la possibilité de prononcer des peines d'emprisonnement, qui reste la sanction de référence, il instaure des peines de substitution. Le plus important, c'est que ce texte va permettre d'accroître les types de sanctions qui peuvent être prononcées par les juridictions de jugement et offrir aux juges davantage d'outils de personnalisation de la peine. En effet, le texte prévoit d'une part la suppression de l'emprisonnement en matière contraventionnelle, l'instauration de la peine de jour-amende et surtout l'introduction du travail d'intérêt général. D'autre part, les aménagements de peine déjà connus du droit monégasque comme le sursis, la liberté d'épreuve ou le fractionnement de la peine seront modifiés afin de mieux prendre en compte la situation familiale, sociale, médicale et plus largement la personnalité du condamné. Le texte se veut novateur en proposant notamment l'instauration de nouvelles mesures de semi-liberté, de placement à l'extérieur, ainsi que la mise en œuvre de mesures d'ajournement du prononcé de la peine et de dispense de peine. Le texte prévoit également la possibilité pour le juge de dispenser le condamné d'inscription de sa sanction à son casier judiciaire. Aujourd'hui, les juges répressifs sont limités dans le choix des sanctions qu'ils sont amenés à prononcer. Le droit pénal et la procédure pénale doivent faire face à une véritable demande sociale d'une réponse pénale sans cesse plus efficace, sans cesse actualisée et toujours plus respectueuse des droits et des libertés individuelles. L'ensemble des mesures introduites par ce projet de loi contribue par conséquent à la consolidation de l'édifice répressif monégasque et à la réalisation des objectifs de protection de l'ordre social. Retrouvez à présent votre rubrique Les Tribunes Libres avec Brigitte Bocotte-Pagès et Béatrice Fresco-Rolfo. Chers compatriotes, vous le savez, la majorité primo préfère le pragmatisme et la recherche de l'efficacité aux déclarations théâtrales et démagogiques. Prenons l'exemple de la qualité de vie. Nous avions déjà obtenu du gouvernement, pour la première fois et après des débats difficiles en décembre dernier, 2 arrêtés ministériels. L'un sur l'encadrement des chantiers pour les interdire la nuit et les week-ends quand ils sont bruyants, l'autre pour tout mettre en œuvre pour limiter les nuisances de ces chantiers en utilisant tous les moyens modernes nécessaires comme des engins insonorisés ou bien des sarcophages acoustiques. En tant que majorité responsable, nous ne pouvions pas faire de procès d'intention au gouvernement qui nous avait demandé un délai pour la mise en œuvre de ces mesures. Nous avions dit que nous ferions le point après l'été. Nous le faisons et le bilan pour nous n'est pas satisfaisant. Mais ce point, nous voulons aussi le faire avec vous car vous êtes tous concernés. C'est pourquoi, vous le savez, une grande consultation du Conseil national concernant la qualité de vie est en cours auprès de vous, monégasques, puis des résidents et des salariés qui viennent travailler à Monaco. Vous avez donc la parole pour nous dire ce que vous pensez des chantiers, du bruit, de la pollution et de la circulation. Grâce à vos réponses, nous pourrons formuler des propositions toujours plus concrètes au gouvernement pour améliorer la situation dans les faits. Certains parlent beaucoup sans être aux responsabilités et sans avoir rien obtenu alors qu'ils l'étaient. Comme dans d'autres domaines, et comme nous l'avons déjà prouvé notamment pour le logement des Monégasques, la majorité, elle, aura toujours une attitude responsable. Elle préfère agir plutôt que parler. Sur notre qualité de vie, qui est un bien précieux pour toute la population, mais aussi pour l'attractivité de notre pays, le gouvernement doit changer de braquet. Avec votre voix, en réponse à cette grande consultation,
nous veillerons à ce que des mesures efficaces, visibles et ressenties par tous soient mises en œuvre rapidement. Ce sera un élément essentiel pour que le gouvernement obtienne un vote favorable de la majorité de vos élus sur les budgets à venir. Chers compatriotes, la session d'octobre va s'ouvrir, analyse du budget rectificatif 2019, séance législative, puis en décembre, présentation et vote du budget 2020. J'en évoquerai les défis et les déceptions. Parmi les défis, tout d'abord, la création de logements pour les Monégasques, tels que désirés par notre souverain dans le plan national pour le logement, avec des budgets importants. Également, le retour des premiers habitants au jardin d'Apolline et surtout la livraison tant attendue de la surélévation de cet immeuble. Horizon Monaco se félicite que le projet Honoria-Le-Mas, au boulevard de Belgique, projet proposé par notre liste lors de la dernière campagne électorale, sera bientôt mis en œuvre par le gouvernement grâce à une loi de désaffectation. Autre défi, la conception de la future usine de traitement des déchets avec, de la part du gouvernement et du Conseil national, une vigilance extrême quant à la protection de l'environnement. Au rang des déceptions, la première concerne la qualité de vie en principauté. Les nuisances sont encore trop nombreuses et nous restons attentifs aux mesures qui sont proposées. La deuxième concerne un texte sociétal, le contrat de vie commune. À ce jour, le gouvernement souhaite l'étendre à tous les membres d'une famille alors que le Conseil national unanime demande que le CVC ne concerne que les couples. Une belle victoire tout de même pour vos élus Horizon Monaco. Les avantages sociaux que j'avais demandés en séance publique lors du vote de la proposition de loi sur le CVC et refusés par mes collègues, dont le premier signataire de la proposition, ont été inclus dans le projet de loi par le gouvernement. Ainsi, malgré sa position ultra-minoritaire, notre groupe peut, par son travail assidu et sa forte implication, contribuer à défendre l'intérêt général. Je vous remercie. Mes chers compatriotes, le budget rectificatif 2019 qui va être débattu lors des prochaines séances du Conseil national présente un excédent de 4 millions d'euros. Je pourrais donc vous dire d'aller dormir tranquille et d'éteindre votre écran, mais ce n'est pas la réalité. Président de la commission de suivi du FRC au Conseil national, je me considère comptable de notre bas de laine, de l'argent des Monégasques. Une fois encore, notre fonds de réserve est utilisé sans aucun contrôle, comme un budget bis, puisque l'on y puise des sommes importantes pour réaliser des politiques publiques, ce qui est contraire à l'esprit de notre Constitution. Ce n'est plus acceptable dans un État qui se veut moderne et exemplaire. Pas plus acceptable que la dégradation continue de la qualité de vie dans notre principauté. J'ai défendu avec mes colistiers Union Monégasque lors des élections de 2018 le droit à la tranquillité par quartier. En décembre dernier, la majorité primo, complice ou non, a voulu croire que le gouvernement allait véritablement encadrer les chantiers à Monaco. Une chimère qui nous vaut aujourd'hui une très grande enquête publique dont tout le monde connaît déjà les résultats. Monégasques et résidents en ont assez. Enfin, après la dépénalisation pour les femmes de l'interruption volontaire de grossesse, nous espérons pouvoir enfin adopter le contrat de vie commune lors de cette session parlementaire. Dépositaire de la proposition de loi initiale avec le groupe UM en 2013, je me réjouis que l'ensemble des conseils nationaux soient unanimes sur ce sujet. Le contrat de vie commune n'est pas un mariage bis. Il est destiné aux couples en union libre et l'extension à la famille, souhaitée par le gouvernement, est une absurdité totale. J'espère sincèrement que le gouvernement reviendra à la raison avant l'examen du projet de loi. Je vous remercie. Chers compatriotes, bonjour. À la veille de ce budget rectificatif, vous l'avez compris, la qualité de vie est au cœur des débats. Notre qualité de vie se dégrade et le Conseil national a décidé de lancer une grande consultation pour recueillir votre avis, celui des Monégasques, des résidents et des pendulaires sur cette question, car c'est avant tout votre voix qui compte. Que nous parlions des temps de trajet, de la circulation, des facilités de déplacement, des pollutions sonores et olfactives, ou encore des chantiers et des nuisances qu'ils peuvent entraîner, c'est sur ces questions que nous vous solliciterons très prochainement. Les chantiers, justement, parlons-en. Nous avions obtenu en décembre 2018 2 arrêtés ministériels relatifs à ces chantiers. Nous avions alors dit de manière pragmatique que nous ferions un bilan de leur application à la rentrée 2019. Et aujourd'hui,
Ce bilan n'est clairement pas satisfaisant. Tout d'abord, le gouvernement n'a toujours pas démarré le phasage que nous demandions pour reporter certains chantiers privés. Aucun chantier n'a été décalé dans le temps, comme le prévoit pourtant le règlement. Ensuite, nous demandions que la tranquillité des riverains soit préservée grâce à la pose systématique de sarcophages acoustiques. Alors où sont-ils? Où sont également les contrôles des chantiers afin de garantir le respect des règles? Sur ces questions et sur cette question de la qualité de vie, la majorité Primo sera intransigeante et attend des actions concrètes et perceptibles par tous les résidents de la part du gouvernement. Il est à présent temps de refermer cette émission parlementaire. Je vous propose que l'on se quitte sur ces belles images de la journée du patrimoine au Conseil national. Et puis quant à nous, on se retrouve pour nos prochaines séances publiques. À très bientôt.